et voilà. Bravo. Ça dit que là, l'enregistrement est démarré Oui, parce qu'on mmh. est sur la conférence en ligne, utiliser les vagues émotionnelles pour avancer. Alors moi, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, le lundi 9 juin, le lundi de Pâques. Et on va démarrer tout ça depuis chez soi, confortablement, depuis chez moi aussi, confortablement à la maison. Et on peut justement profiter de cette conférence. Je les ai voulues comme ça. Alors les conférences, pourquoi je les ai voulues comme ça depuis chez soi? Parce que je sais très bien que lorsqu'on est en burn-out, en épuisement, en stress post-traumatique, les choses sont difficiles. Les choses, c'est-à-dire se préparer, aller à une salle de conférence, devoir rencontrer du monde et devoir parler avec les personnes, c'est parfois très difficile. Comme tu es en train de Donc je réalise des conférences aussi en présentiel. Et écouter. je me suis dit: «Mais pourquoi pas réaliser des conférences?» Et pourquoi je regarde le chat en même temps. Pourquoi ne pas réaliser des conférences qui sont, cocooning chez soi et cetera? Parce que moi, quand je traversais la vague, émotionnelle, la très forte vague émotionnelle, je n'avais plus d'énergie pour pouvoir sortir et je consommais bien sûr des, choses sur les réseaux pour pouvoir avoir, des informations parce que j'étais vraiment KO, j'étais KO. Et pourtant, j'avais d'autres, événements publics. J'étais à l'époque adjointe de mairie et j'arrivais à aller à certains événements où je me prêtais et cetera, où je jouais un rôle. Mais quand c'était, et que je devais traverser, les phases difficiles et rencontrer des personnes qui allaient me poser différentes questions, là, c'était un peu plus difficile pour moi. Donc, qui je suis? Ben, je suis Sylvie Janssen, auteure, conférencière et avant ça, je suis maman de 3 enfants. Je suis, née dans les années 1970, vers la fin des années 70, j'aime le dire, et je suis professionnelle de santé. Donc mon cursus scolaire m'a amenée à un diplôme d'imagerie médicale où je fais beaucoup de scanners IRM radio, je suis aussi au bloc opératoire, et cetera. Pendant toutes ces années d'imagerie médicale, j'ai observé des cerveaux, des cerveaux, des cerveaux. Pendant l'observation de ces cerveaux, je me suis dit un jour: «Mais comment ça se fait?» On dit, image cérébrale normale. Les médecins nomment image cérébrale normale et la personne ne va vraiment pas bien. La personne, par exemple, elle est épuisée, en dépression ou elle se demande: «Mais comment ça se fait? Je n'arrive plus à lire, plus à écrire, il se passe vraiment quelque chose, de grave». J'ai aussi observé pendant toute la phase où je fais de la radiologie d'urgence, des chefs d'entreprise, des papas, des mamans, des hommes, des femmes qui vont, faire des tentatives de suicide et là, je me pose beaucoup de questions en me disant: «Mais comment on en arrive à cette ultime, solution?» et et donc là, ça, c'est le début de ma carrière où je me rends compte de tout ça et un jour, moi aussi, paf, je vais prendre le mur parce que moi, c'est impossible que je fasse un burn-out, hein. Quand j'étais plus jeune, c'était impossible. J'avais trop d'énergie, trop d'enthousiasme, trop enfin voilà, c'est pas possible et j'ai toujours, beaucoup travaillé donc c'était impossible que je prenne un mur. Et sauf que le jour où je me prends le mur de pleine face, je m'effondre en bas du mur et c'est ça qui m'a menée à comment? Qui m'a menée à aller chercher. J'ai repris mes études, je suis partie à Paris, je suis repartie à Paris, je vais aller, apprendre sur les neurosciences motivationnelles, les neurosciences cognitives au milieu de docteurs en neurosciences, en docteur en psychologue aussi et neuropsychiatre. Et voilà, après ça m'a conduit à vouloir créer un outil pour pouvoir le transmettre plus facilement. Parce que les personnes qui sont au fond du canapé, bah, la première chose, c'est qu'on essaye de trouver des solutions. Parfois, c'est un livre, parfois, c'est une vidéo, parfois, c'est une rencontre, mais ça permet d'aider. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui des vagues émotionnelles. J'ai parlé de moi, mais maintenant, on parle de la suite. Alors, je vais fermer le chat. Hop, page 2. Et on va aller à la page 2. Non, là, on est à la page. Voilà, page 2.
Alors, j'ai prévu ce programme-ci pour vous, mais si vous avez dans le chat des questions particulières, mettez vos questions, j'y répondrai à la fin. On va passer d'abord par une introduction de comment comprendre le trauma et le stress post-traumatique. On va voir la courbe de Kruber-Ross revisitée. On va explorer les énergies émotionnelles et on va utiliser la vague pour avancer. Et ensuite, on arrivera à une conclusion. Donc, 6 parties. J'ai prévu de rester sur un format d'1 heure plus les questions. Je vais essayer de m'y tenir, parce que des fois, je parle beaucoup. Et parce que j'ai déjà fait d'autres conférences comme ça en ligne qui étaient beaucoup plus longues parce que j'amenais beaucoup de sujets. Donc là, j'ai prévu plutôt de faire plusieurs petites conférences avec des sujets bien précis pour aborder un sujet et non plus 3 ou 4 sujets. C'est sûr que la conférence était intéressante, mais on abordait tellement de sujets. Donc, je vais faire des conférences régulières maintenant en ligne et apporter plusieurs sujets. Hop, on continue. Eh bien oui, là on y va, utiliser les vagues émotionnelles pour avancer. Alors pourquoi ce sujet? Parce que la vie est une succession de vagues émotionnelles. Alors il y a les très bonnes émotions quand on est dans la joie de vivre, mais il y a aussi les émotions beaucoup plus dures. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est déjà avancer et éviter la noyade. Parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est ce sentiment d'être noyé ou d'être fracassé face au mur. Alors, je passe à la suivante. Là, j'ai mis une image, une illustration de vague qui, en fait, va submerger si on reste sous cette vague. Ce que je voulais exposer dans cette première partie, alors là, je suis passée directement à la 2. Ah bah oui, la 1, c'était introduction. Voilà, l'introduction, c'est qu'on va apprendre justement à surfer sur cette vague. Je vais vous apprendre tout à l'heure qu'il n'y a pas une seule vague. Il y a plein de vagues, plein de vagues, plein de vagues, plein de vagues. On va les voir juste après. Donc, on passe déjà à la partie numéro 2, qui est juste après l'introduction. C'est comprendre le stress, le trauma et le stress post-traumatique. Le trauma, c'est quelque chose qui arrive de façon soudaine. On ne s'y attend pas, ce n'est pas prévu. Il y a 4 types de trauma. Il y a le trauma aigu. Alors, je vais vous donner un exemple de trauma aigu. On vous appelle pour vous dire, ou on vient taper à votre porte pour vous dire que votre conjoint est décédé dans un accident de voiture en allant au travail. Trauma aigu, votre maison est inondée par les inondations qu'on a connues dans les Hauts-de-France. Trauma aigu, on vous appelle pour vous dire: «Allô madame, votre enfant s'en va aux urgences, il a eu un accident et on l'emmène aux urgences». Trauma aigu, c'est quelque chose qui, les attentats du Bataclan, le jour du Bataclan, trauma aigu. Par exemple, un viol, trauma aigu. Je verrai après. Ensuite, il y a des traumas chroniques. C'est des traumas qui se répètent dans le temps. Et ensuite, on a aussi le trauma complexe qui fait une multiplication de traumas qui vont s'embriquer les uns dans les autres. Et le dernier type de trauma, c'est le trauma de vicariant au secondaire. Alors, le trauma de vicariant au secondaire, c'est nous-mêmes, nous n'avons pas vécu le trauma, mais on écoute le récit de personnes qui ont vécu le trauma et on va déclencher un stress lié au récit d'autres personnes. Je vais donner un exemple. Euh, Moi, je suis en imagerie médicale et on fait des urgences. Et il y a des enfants ou des adultes qui arrivent pour des graves accidents sur les trampolines. À l'époque, je suis jeune et j'ai des jeunes enfants et j'ai des jeunes enfants et ils me réclament un trampoline. Et pour moi, je suis tellement stressée avec cette histoire de trampoline et les accidents que je vois avec des fractures sur le rachis ou des grosses fractures, ou même des adultes qui ont sauté sur le trampoline, qu'au grand jamais, ils n'auront de trampoline chez moi. Mais ils vont chez des amis pour aller au trampoline. Et moi, je développe ce stress, un trauma, enfin voilà, par rapport aux récits et aux images que j'ai vues en imagerie.
C'est un exemple, hein, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être, les traumas de vicariant, ça peut être toutes les personnes qui, agissent dans l'aide aux autres, les aides-soignants, les infirmiers, mais aussi les pompiers, les forces de l'ordre, mais ça peut être aussi, un agent d'accueil qui écoute aussi le récit, des personnes qui vivent des choses dramatiques, ou si vous êtes l'ami de quelqu'un et que vous écoutez son récit, vous pouvez développer un trauma de vicariant. Trauma de vicariant, on n'en parlait pas trop jusque-là, mais maintenant, ça prend vraiment toute sa place, on l'a bien compris, et on a maintenant des émissions de radio sur RTL, RDL, enfin pas, RTL, Radio France et cetera. Des grands chroniqueurs aussi prennent, part à ce trauma de vicariant ou trauma secondaire pour expliquer ce trauma qui était mal expliqué avant. Voilà, mais le but de cette conférence aujourd'hui, c'est de pas faire que, un sujet sur les traumas. J'ai mis quelques exemples de traumas. Oui, j'ai mis des grosses, croix rouges parce que c'est des traumas. Par exemple, une agression, qu'elle soit verbale ou physique ou sexuelle, de la maltraitance, ça fait partie des traumas, de la perversion, le harcèlement, ça peut être, du harcèlement scolaire, mais ça peut être aussi le harcèlement, professionnel, ou ça peut être du harcèlement en famille et cetera. De la violence physique ou verbale. Ça peut être, des traumas plus gros, et j'espère que vous n'aurez jamais à en vivre, des victimes d'attentats ou de viols. Par exemple, ma maman était commerçante, elle a été victime d'un braquage, de plusieurs essais de braquage, sur, une petite commune de Zeguers-Capelle, je me souviens très bien. Elle avait été très traumatisée à l'époque. Moi, je ne connaissais pas encore cette notion de blessure, psychologique avec, le stress post-traumatique. Une autre de mes collègues, avec qui je travaille, qui, quand elle était jeune, elle part en vacances avec des amis en voiture et il y a 2 voitures pour aller en vacances, et elle me raconte que la deuxième voiture n'est pas arrivée parce qu'ils ont eu un accident de voiture. Et aujourd'hui, elle a 50 ans, plus de 50 ans, et aujourd'hui, elle trace ses enfants sur la route et cetera. Elle est en angoisse, et moi, quand je travaille avec elle, je me dis: «Mais c'est bizarre de faire ça, c'est c'est curieux, c'est curieux», et au fur et à mesure des semaines où je vais travailler avec elle, elle va m'expliquer l'histoire. Je me dis: «Mais ça tu as développé un stress post-traumatique où tu es dans la surveillance totale et tout le temps. Tu n'es plus sereine». Elle vit tout le temps dans l'angoisse et dans l'anxiété quand elle prend la voiture, mais quand ses enfants prennent la voiture. Après, il y a l'humiliation. Tout ce qui est humiliation, ça peut être des humiliations publiques, hein, devant les personnes. Le confinement a été aussi une source de trauma. La persécution est aussi une source de trauma. La négligence. Alors la négligence, c'est ce qu'on ressent, même quand, par exemple, pendant l'enfance, nos enfants peuvent nous dire: «Bah, maman, tu as été négligente avec moi», et ressentir ça. Mais nous n'avons pas de prise là-dessus parce que, en fait, c'est un ressenti. Donc en fait, par exemple, un enfant, moi je raconte souvent cette histoire, il pourrait dire: «Bah non, mais tu prenais pas bien soin de moi parce que, mes tartines de Nutella», il y avait le Nutella, il y avait les tartines, «mais tu ne coupais pas mes tartines en 4 comme tous les autres copains, leurs mamans des autres copains coupaient leurs tartines en 4, ou tu me beurrais pas les tartines». Ça peut être vécu plus tard, quand on est grand. Nous aussi, on peut dire: «Bah, mes parents ont été négligents parce que», à cause de notre filtre perceptuel. Mais pourtant, ils n'étaient pas forcément négligents, ou eux ne l'ont pas ressenti comme une négligence. Ensuite, il y a un autre, sujet, ça qui est très important, je l'entoure ici, c'est être témoin de quelque chose. Quand vous êtes témoin d'une persécution, d'une humiliation, de maltraitance, donc c'est sur quelqu'un d'autre, hein, d'agression, de la perversion, de harcèlement, quand on est témoin, c'est aussi, perturbant que d'être, la victime de la persécution, de l'humiliation et cetera. Être témoin, c'est très douloureux aussi. On continue, j'espère que ça va pour vous. Dans, cette partie, je veux vraiment expliquer rapidement le trauma, quelques exemples, et surtout le stress post-traumatique, parce que c'est vraiment une distinction essentielle. Le trauma, c'est un événement ponctuel. Alors, je mets ça, mais je vais faire comme ça, parce que c'est un événement ponctuel, ça déclenche une réaction de survie. Donc ponctuel, c'est daté, ça a une heure, c'est tel jour, c'est à tel moment, c'était au moment du printemps, c'était, vous pouvez le dater. Et vous avez aussi
Dans tout ça, le souvenir exact, on peut nous décrire la scène exactement. Par exemple, les personnes à qui on annonce un cancer, je vais prendre l'exemple d'un cancer du sein. Moi, j'ai fait beaucoup de traitements en radiothérapie et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai écrit, le livre. Aussi, en centre de radiothérapie à Boulogne, au milieu de gens qui ont vécu de gros traumas. Quand on leur annonce la maladie, c'est un événement ponctuel, ils peuvent vous décrire le médecin, leur tenue, tout, la pièce, tout est gravé. C'est ça le trauma. En fait, ça donne, une cicatrice qui est gravée dans le cerveau, une image qui est gravée avec ce qu'on dit, c'est aussi des images de réminiscence. Et l'origine de ce stress, c'est toujours une cause extérieure. C'est pas interne, c'est extérieur. On vient vous percuter, paf. Donc voilà, ça peut être l'annonce d'une maladie, l'annonce d'un suicide, le vol, un licenciement, la disparition, un accident de voiture, la perte d'un enfant, la découverte d'une trahison. Vous découvrez que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe. L'abandon, le harcèlement, être témoin, viol, attentat, guerre, etc. Tout ça, c'est pas modifiable. C'est dans le passé, mais ça n'est pas modifiable du tout. On ne peut pas modifier son passé. Le traumatisme, c'est un mode de fonctionnement physiologique. Ça va maintenir votre cerveau. Alors, votre petit cerveau, il est là, je l'ai pris. Cogito. Ça va maintenir votre cerveau, cogito, dans un mode d'activation intense. Donc, pendant les semaines, vous allez moins dormir parce que votre cerveau va être en état d'hypervigilance. Il va toujours être vigilant pour pas que ça se reproduise, etc. Et il va avoir un phénomène de peur, mais la peur est saine, hein, c'est pour éviter le danger. Mais si cette peur, elle se poursuit, on va rentrer dans de l'angoisse et de l'anxiété. Le traumatisme est indifférent au temps. Il peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, des années, mais aussi des décennies ou transgénérationnelles et le transmettre de parents ou grands-parents à enfants, à petits-enfants. L'origine de ce stress est interne. C'est nous-mêmes, qui maintenons cette activation. Et oui, c'est triste à dire, mais c'est nous qui le maintenons et qui est entretenu. Je le dis bien involontairement. Involontairement. Ça peut durer très très longtemps. Ceci, cette partie-là, le traumatisme, est modifiable dans le présent. Et pour le futur, bien sûr, si elle est modifiable aujourd'hui, elle sera modifiée dans le futur. Alors, qui a parlé de ça? C'est le docteur Douglas Bremner. Par contre, l'événement ne fait pas tout. Je vais admettre. Voilà, l'événement ne fait pas tout. Et l'important, c'est ce qu'il laisse comme empreinte. C'est ça qui est important. On continue. Je laisse, hop. Alors, qui est le docteur Douglas Bremner? Ça, c'est un médecin-chercheur, c'est un écrivain à Atlanta, en Géorgie, qui a mené ses recherches sur le trouble du stress post-traumatique et la relation entre la dépression et le suicide. Alors, il y a plein d'autres médecins qui ont travaillé là-dessus, plein d'autres, et moi, j'ai pris en référence les travaux de ce médecin-là. Parce que ça fait déjà longtemps qu'il en parle. Moi, ça fait déjà très longtemps que je travaille sur ce sujet, et lui, ça fait déjà très, très longtemps qu'il en parle. Et ce que je trouvais intéressant, c'est, comme je l'ai dit en introduction, j'ai assisté à beaucoup d'imagerie, où j'ai fait beaucoup d'imagerie de personnes qui avaient tenté de se suicider, et j'ai voulu comprendre aussi tout ça, et lui en parlait directement, clairement et simplement. Donc ça, pour moi, c'était vraiment des gros apports pour pouvoir avancer plus vite. Et donc, ces vagues d'émotions qui arrivent, hein, on va avoir des grandes vagues d'émotions après les traumas, après le trauma, je vais les décrire juste après. Souvent, on veut les fuir ou on reste figé, mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à les apprivoiser, et ce qui me fait ma transition avec le chapitre 3. Dans ce chapitre numéro 3, je vais vous parler de la courbe de Ross revisitée. Donc en fait, ce qu'on va aborder, c'est ici, là juste avant. Je vais remettre quelques vidéos juste avant.
le trauma, il est là. C'est dans le passé, c'est non modifiable. Je vous l'apporte sur la courbe. Sur la courbe, ici, le trauma, il est ici. Le choc, le trauma. S'ensuit, d'après Kübler-Ross, une phase de déni. C'est la première phase. On peut se trouver dans cette phase très très longtemps, de façon très longue. Ensuite, on peut se retrouver aussi dans la deuxième phase, et c'est la phase qui va suivre, on va se retrouver dans une phase de colère, puis juste derrière la phase de la peur. Ici, on va avoir la troisième phase qui va être la phase de tristesse, dépression, marasme, burn-out, coup de mou, coup de grisou, ça va pas, etc. J'ai un coup de mou, ça sera ici. C'est la même phase. Que ce soit la dépression ou le burn-out, c'est la même phase. Cependant, le processus de dépression et le processus de burn-out ne sont pas tout à fait… Le mécanisme de mise en place n'est pas le même. Tout le monde peut faire une dépression. Everybody, 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 everybody. Et quelque part, c'est des phases saines et normales. Dépression, ça veut dire dégager la pression. Donc, c'est des phases saines. Le burn-out, tout le monde ne fera pas un burn-out. Le burn-out, c'est littéralement l'épuisement. C'est un épuisement et ça veut dire burn-out, c'est cramer de l'intérieur. Le mot anglais, le cerveau l'aime pas bien quand on est épuisé et vaut mieux parler ici de vraiment épuisement. Épuisement qu'il soit professionnel ou personnel. Donc la dépression, dans la vie, on va vivre tout le temps ces vagues et ce sont des vagues complètement normales. Parfois, les personnes s'inquiètent très fortement, c'est quand la vague, elle descend très fortement. Et on se dit, ça y est, je fais une dépression. Et on dit après, derrière, je suis dépressive. On ne doit pas s'identifier à une phase. Sinon, on pourrait dire, je suis colère, je suis peur, je suis déni. Non, on ne dit pas, je suis cancer. Enfin, sauf si c'est votre signe astrologique. Mais on dit, je suis Sylvie, je suis maman, je suis dynamique, souriante, engagée, je suis enthousiaste, je suis volontaire, impliquée, engagée. Je suis. Ce qu'on met derrière son je suis, c'est nous qui le définissons. Mais j'entends parfois quand j'accompagne les personnes qui me disent, mais je suis dépressif. Je me dis, ben non, non. C'est une phase de la vie où on peut être dans cette phase-là, mais si on s'identifie à je suis, on le colle à soi et on en fait son identité. Et c'est comme ça qu'on a du mal à en sortir. Ensuite, il y a une phase d'expérimentation et de décision. On va chercher pour que ça fasse sens et on va aller chercher ces nouvelles forces. Donc ça, c'est la cinquième phase. On peut, dans cette phase ici, rester comme ça, dans la tristesse très, très longtemps, puisque là, c'est une phase de temps. On peut y rester très, 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 très longtemps. Et c'est OK. Chacun va remonter la pente à son rythme, s'il a envie de la remonter, parce que là dépend d'une envie aussi. Parfois, on n'a pas les bons outils ici. C'est pour ça, parfois, on remonte un peu dans la pente et on redescend en bas. En fait, ça fait souvent comme une boule comme ça qui n'arrive pas à remonter. On a l'impression. Parfois, certaines personnes restent bloquées complètement dans la colère de ce qui s'est passé, la colère. Je vais continuer. J'ai posé une question sur cette slide. J'ai marqué « Et vous, où vous situez-vous déjà ?» Est-ce que vous êtes plutôt dans la colère tournée vers vous ou vers les autres? Est-ce que vous êtes dans la peur? Peur de ce qui va se passer, peur de comment on va me juger, peur qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que vous êtes plutôt dans cette phase ou est-ce que vous êtes déjà dans la phase où on remonte un peu et où on va prendre des décisions, on va expérimenter? Parfois, on fait des expériences de vie, mais c'est parfois des échecs, parfois c'est des réussites et on va monter petit à petit les paliers. Hop! Je passe à la suite parce que la réalité, c'est quand même ça. La réalité, c'est que ce n'est pas une seule vague, un seul choc.
Ce matin, je me suis dit: «Je vais faire une vraie courbe qui représente vraiment la vie». C'est qu'en fait, vous avez votre choc ici, on est dans le déni, mais au fur et à mesure du temps, on va revivre d'autres vagues émotionnelles, des grosses, 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 grosses vagues, tout le temps. Donc, pour être plus réaliste, parce que cette courbe, elle n'est pas juste droite. Parfois, quand j'accompagne les personnes en coaching, elles me disent: «Mais Sylvie, mais quand je vais m'en sortir, je repars tout le temps en colère et cetera et cetera. Je ne comprends pas, j'avais l'impression d'être ici et des fois je repars là». Oui, c'est normal, mais surtout, il faut comprendre que chaque étape est une grosse vague. Chaque petite étape est une grosse vague. Ce qu'il est surtout important de vérifier, c'est quand il y a la vague émotionnelle, c'est quand l'intensité devient sidérante ou bloquante. Sidéré, ça veut dire qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne peut plus avancer, on ne peut plus fonctionner. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes bloqué dans la peur, là, ça devient, on risque de se noyer. Si on est bloqué dans la colère, on risque de se noyer aussi. Cependant, en fait, c'est pas une seule phase, hein, on va faire des vagues et voilà, je suis désolée de vous l'annoncer, mais il y aura des chocs et des traumas plus ou moins grands ou petits parce que c'est pas parce que, l'intensité du trauma, on va me dire: «Mais Sylvie, moi j'ai pas vécu on m'a pas annoncé un cancer, j'ai pas perdu quelqu'un et cetera, pourtant je vais très mal». OK. Parce que parfois, j'ai une personne que j'accompagne qui me dit: «Mais Sylvie, tu te rends compte, moi, c'est une phrase qu'on m'a dite à l'école et comme ça, avec le doigt, comme ça du professeur et je n'arrive pas à m'en sortir». Oui, parce que c'était une humiliation publique, enfant, par une figure d'autorité. Donc ça a fait un énorme trauma. Entre 2, elle revit des traumas régulièrement parce que, elle revit ces, des situations similaires. Donc, elle travaille à comprendre ces situations qui font revivre le souvenir de son premier trauma. C'est ce qu'on travaille en coaching. Alors, pour explorer ces énergies émotionnelles, j'ai mis des petites phrases un peu qui peuvent vous aider à comprendre et à avancer. Pour le choc et le trauma, à ce moment-là, je suis inconsciemment, je m'active énormément quand on va être dans cette phase, ici juste après le trauma. On va s'activer énormément pour ne pas laisser de place aux pensées douloureuses. Ensuite, alors je vais donner un exemple, mais je vais prendre un exemple qui n'aura pas vraiment d'impact émotionnel pour vous. C'est par exemple, demain, enfin voilà, demain, enfin, je me lève le matin et il y a une fuite d'eau chez moi. Ma salle de bain est inondée, par exemple. Il y a de l'eau partout. La première chose déjà, je vais être figée parce que je suis dans le choc et dans le déni. Je veux, je suis dans le choc, je veux partir ou je suis dans le déni, je ferme la porte et je m'en vais faire autre chose. Je m'active partout, mais je ne vais pas aller vérifier, et je ne vais même pas aller couper l'eau ou je ne sais pas quoi faire. Ça peut durer, heu, quelques fractions de secondes ou ça peut durer bien plus longtemps. Ensuite, je vais me dire: «Ah non, 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 là, je vais être entrée dans une phase de colère qui peut être très, très courte, mais oh, qu'est-ce qui s'est encore passé? Les enfants, ils ont encore dû toucher au robinet, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ta, ta, ta», voilà, contre les autres. Ou tourner vers moi. Oui, je savais bien que ce robinet n'y allait pas, je devais le faire changer déjà depuis un bout de temps et je ne l'ai pas fait. Tourner vers moi. Puis la peur. Ah, comment je vais faire si je suis par exemple à l'étage, je vais inonder tout le plafond de mon voisin qui est en dessous, ou qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, les assurances, comment ça va se passer, etc. Si ça tombe, ils ne vont pas m'indemniser, etc. Ça va me coûter très cher. Ma peur, mes peurs qui vont s'exprimer. Ensuite, je vais être dans cette phase, je vais passer très vite dans cette phase. Je n'en peux plus, encore une galère en plus. Ah, ça ne sert à rien d'essayer de faire bien les choses, je suis fatiguée, j'y arriverai jamais à réparer tout ça et je peux pas le faire, c'est trop dur, voilà, je vais trouver plein d'excuses et cetera. Et ensuite, on va passer pour mon histoire de fuite d'eau. Comment faire et quelles sont mes solutions possibles? Et là, je vais pouvoir commencer à sortir de tout ça. Je vais pouvoir,
commencer à expérimenter. Là, je vais me dire, bah, je vais aller couper l'arrivée d'eau et déjà, je vais couper, voilà et je vais prendre des décisions. Je vais choisir d'essayer de le faire et c'est vraiment je choisis. Une décision, c'est je choisis je et décide, c'est je décide. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être dès lors que vous prenez des décisions que tout va changer. Décider, ça vient du mot décédere qui veut dire trancher. Ça veut dire que vous allez trancher, trancher dans l'art. Ça veut dire ça. Et ensuite, ici, vous allez avoir de nouvelles forces. Je sais ce que je veux. Pour l'histoire de mon tuyau d'eau et de ma salle de bain qui est inondée, je sais ce que je veux. Je veux réparer tout ça et j'ai une vision claire de ce que je veux atteindre. La réparation, l'indemnisation de mes voisins si j'ai causé des dégâts chez mes voisins et comment je peux réparer et à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Est-ce que je reprends ce même système de douche? Est-ce que je modifie pas ma salle de bain, et cetera? Enfin voilà, toutes les questions qui vont arriver après où on va avoir de nouvelles forces. Mais on n'oublie pas que même si on arrive là, on peut retourner avec cette phase-là et cette phase-là. Et on continue. Donc dans, cette vague, on va voir qu'il y a des périodes de haute énergie qui sont positives. Pourquoi j'ai appelé ce texte, ce PowerPoint, cette présentation, «Utiliser nos vagues émotionnelles». C'est-à-dire que dans la haute phase positive, on a beaucoup d'énergie. Dans la haute phase négative, la haute énergie négative, on a aussi beaucoup d'énergie. Dans la haute énergie positive, beaucoup d'énergie. Ici, on va avoir beaucoup d'énergie. C'est ces deux phases qu'on va utiliser pour nous les mettre à profit. C'est-à-dire que quand on va remarquer qu'on est là ou là, eh bien, on va s'activer parce qu'on aura beaucoup d'énergie. Derrière ça, on va commencer à avoir une basse énergie négative, c'est-à-dire qu'on va ruminer, qu'on va broyer du noir, voir tout en noir. Là, on n'aura plus beaucoup d'énergie à utiliser. C'est là où on va être en situation de repli. C'est là où, en fait, si vous regardez un surfeur au début, il monte sur sa planche. D'abord, il va vraiment se lancer avec il court pour aller chercher la vague. Il va faire aller ses bras, etc. Puis il va monter sur sa planche de surf. Et après, en fait, il ne fait plus que diriger pour pouvoir aborder la vague. Et en fait, c'est ça. Au départ, en fait, utiliser ces deux phases, même dans la colère, notre colère, on peut la mettre à profit pour l'investir dans quelque chose d'utile pour soi. Voilà. Ici, on va remonter et on va retrouver là, en bas ici, de basse énergie positive, mais on va retrouver, en remontant, de haute énergie positive. Et donc, dès lors qu'on est dans de haute énergie positive, et bien aussi, on capitalise avec tout ça, notre énergie. Notre énergie, ça veut dire ce qui nous met toujours en mouvement. Ça veut dire qu'on est dans une basse énergie positive. On n'a plus beaucoup de jus, on n'a plus beaucoup de. C'est comme si on n'avait plus beaucoup. On est en première, quoi, en voiture. On est à la première et on a beau appuyer sur l'accélérateur, on ne va pas avancer. Et ici, c'est pareil, on est ramollo, mais là, on n'a même plus la capacité d'appuyer sur l'accélérateur. Ici, on va reprendre de la puissance. C'est à peu près ça. Ça va pour vous? Ça va pour vous? Comme je veux Oui, tenir l'heure de conférence, je parle vite. J'espère que ça va pour vous. Dites-moi surtout. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va rester dans la première phase, la deuxième, la troisième, la quatrième? Ce sont nos pensées. Nos pensées qui vont être des pensées récurrentes. On a toujours pratiquement les mêmes pensées. Après l'événement, 98% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Ça, c'est une notion très, très importante. 98% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Alors, je vais regarder dans le chat tout de suite. Oui, donc c'est bon. Oui, vous pouvez enregistrer, mais elle sera enregistrée. Donc, si vous voulez, vous allez avoir si vous m'envoyez votre mail, vous allez pouvoir avoir la copie de la conférence.
Et les pensées récurrentes sont celles auxquelles il faut faire le plus attention. Alors, on a 3 sortes de pensées. Les pensées limitantes, les pensées ressources et les pensées neutres. C'est pareil pour les, on peut dire croyances limitantes, croyances ressources et croyances neutres. Dans notre système cognitif, on a des pensées et des croyances. Nos pensées neutres, c'est aujourd'hui, Sylvie, elle a mis un pull bleu canard. Je regarde. Pensée neutre, ça change la vie de personne. Enfin, voilà. Pensée qui serait limitante, c'est pour moi, hein, si moi je donnais ma pensée limitante, ah bah pourquoi j'ai mis un pull bleu canard, ça ne me va pas du tout, par exemple, pensée limitante. Et troisième pensée, pensée ressource, ah bah je suis bien contente d'avoir mis ce t-shirt, ce pull bleu canard, ça me va à ravir, en plus j'ai une paire de boucles d'oreilles qui va avec. Donc, et au moins, heureusement que je n'ai pas choisi une chemise blanche, parce que la chemise blanche, on ne me verrait pas sur mon mur blanc juste derrière. Donc, en fait, sur une même pensée, elle peut être parfois limitante, parfois ressource et parfois neutre. Je vais vous nommer des pensées limitantes que j'entends souvent. Je suis nulle, je ne vaux rien, j'ai peur de déranger, j'y arriverai jamais. À quoi bon essayer? On ne m'a jamais appris. Si on reprend l'exemple de l'inondation dans ma salle de bain, c'est sûr que j'ai pas fait d'études de plombier moi. Ça se saurait. J'ai pas fait d'études de plomberie. Donc bien sûr, je pourrais avoir la pensée limitante que jamais rien, je ne pourrais le réparer. Par contre, je peux avoir une pensée, bon, ressources, d'accord, je peux apprendre. Peut-être que je peux apprendre, pas à faire toute la plomberie de ma maison, mais je peux peut-être aller demander au magasin Monsieur Bricolage ou etc. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que j'ai arrêté l'eau, hein, bien sûr, pour pouvoir réparer. Et quelle est la personne qui pourrait m'aider? Si j'ai une pensée limitante en me disant ben, j'y arriverai jamais, on ne me répondra pas, je vais déranger, je ne vais pas pouvoir avancer, je ne vais pas pouvoir prendre de décision. Et à côté de ça, oui, il y a les pensées ressources. Et quand on va remarquer qu'on a des pensées limitantes, les limitantes, elles vous laissent dans la phase 2 et dans la phase 3. Les pensées limitantes laissent là. Les pensées ressources vous emmènent bien plus loin et à monter à la phase 4 et la phase 5, aller chercher de nouvelles forces, aller en quête de sens, aller prendre des décisions. Ça, c'est la phase 5. Donc, on va remarquer quand on a des pensées limitantes. C'est ça le plus important. Et cultiver les pensées ressources. Ce que je voulais dire dans cette slide aussi, c'est qu'on a des pensées qui sont conscientes, mais on a aussi des pensées et des croyances qui sont inconscientes et des subconscientes. Alors, je vais faire part des différences entre le conscient, l'inconscient, le subconscient. Parce qu'on entend beaucoup de bullshit. Bullshit, ça veut dire du n'importe quoi, sur les réseaux sociaux, etc. Et on nous dit, on va toucher à ton subconscient. Là, stop, 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 stop. On n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Alors, ce que je vais expliquer. Le conscient, c'est tout ce que vous connaissez de vous et ce dont vous avez conscience. On dit souvent que c'est le petit bonhomme Playmobil. Vous voyez, le conscient, on dit souvent, l'image, c'est le petit bonhomme Playmobil. L'inconscient, c'est la tour Eiffel. Souvent, c'est l'image qu'on donne, c'est une tour Eiffel. Mais on n'en a pas conscience. Ça veut dire que c'est dans notre inconscient. C'est dans notre mémoire, mais c'est inconscient. C'est-à-dire que c'est pour ça que parfois, vous avez de l'inconscient qui repasse au conscient. Vous mangez, c'est l'histoire de la Madeleine de Proust,
Vous mangez un gâteau qui vous fait vous souvenir d'un événement passé avec vos grands-parents. Vous rentrez, c'est arrivé cette semaine, j'accompagne quelqu'un, dans un lieu, spirituel, donc dans une cathédrale, et dans cette cathédrale, il repense à des événements, vécus avec ses grands-parents. Donc c'est de l'inconscient qui revient au conscient, qu'on peut aller rechercher. Le subconscient, c'est tout ce qui, en nous, gère notre système cardiaque, qui gère notre système lymphatique, tous nos systèmes, autonomes. Donc en fait, ça, on n'y a pas accès. Ça se gère automatiquement. Nous sommes vraiment très bien faits et c'est ça ce qui s'appelle le subconscient. Alors, je vais expliquer pourquoi dans, toutes les vidéos, qu'on voit souvent, on utilise le mot subconscient à la place d'inconscient. Parce que l'inconscient fait très peur aux gens. Donc, on va rien, enfin voilà, il ne se passe rien avec l'inconscient. Sauf que si on vous parle de subconscient, là, les gens se disent: «Ah ben tiens, c'est intéressant». Sauf que c'est une erreur de nomination. On travaille bien sur le conscient et l'inconscient. Le subconscient, ça fait moins peur aux gens de parler du subconscient plutôt que de l'inconscient. Mais pourquoi on utilise le subconscient? Alors, c'est une erreur de langage. Ça veut dire que déjà, quand on utilise le mot subconscient, c'est juste pour que ça passe plus, pour faire moins peur, mais en fait, ça n'a pas de notion d'avoir peur, de ça puisque c'est ce qui est. Notre cerveau notre cerveau est super bien fait, ce qui est. On a le conscient, l'inconscient et le subconscient. En réalité, le conscient, ça serait plutôt le petit bonhomme Lego. Si vous avez des enfants, il y a le Playmobil, il est comme ça, et le Lego, il est encore plus petit, comme ça environ. Et l'inconscient, on dit que c'est la tour Eiffel, mais ça serait plutôt le mont Everest. Notre inconscient est énorme. Ça veut dire que dans notre inconscient, tout, les recherches prouvent ça, qu'à partir de nos 2 ans, on a tout gardé en mémoire. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu, votre inconscient garde tout en mémoire. Bien sûr, il ne vous le redonne pas, il va pas quand, vous allez parler de vos dernières vacances avec vos amis, votre inconscient va pas vous donner toutes les images de tout ce que vous avez, ce que votre œil a capté. Non, parce que sinon, les pauvres amis et vous aussi, vous auriez trop d'informations. Lui, il classe tout et le range dans son inconscient. Donc, tout ça pour dire que ces 3 parties, surtout ces 2 parties, sont très importantes à comprendre. Et 98 de nos pensées sont les mêmes qu'hier, donc c'est à nous de pouvoir travailler pour les changer, en les passant de l'inconscient au conscient. Je vais vous dire après comment on fait ça. Parce que pour pouvoir arriver au changement de pensée ou de comportement, alors je vais reprendre, voilà, pour avoir de nouvelles forces, et ici, sinon on fait toujours la même chose, on fait toujours colère, peur, colère, peur, colère, peur, colère, peur, tristesse, colère, peur, tristesse, on reste ici. Pour avoir des changements ici, il est nécessaire d'avoir du changement de pensée ou de comportement. Comportement, c'est ce qu'on fait par rapport à une situation, c'est-à-dire que par exemple, dès que vous avez peur de votre employeur parce qu'il il est un peu toxique ou il est un peu autoritaire ou voilà, il vous fait peur. Le changement de comportement, c'est de ne plus avoir peur de lui, donc d'oser discuter d'adulte à adulte et de ne plus rester dans la fuite ou, ou dans le figement, ne pas savoir répondre. Parce que combien de fois j'entends, et moi aussi ça m'est arrivé, hein: «J'aurais dû dire ça, j'ai pas su répondre, comment ça se fait?» Parce qu'à ce moment-là, notre cerveau adopte le figement. On est figé. Notre cerveau, c'est comme un petit lapin. Le petit lapin, je le dis souvent ça, à chaque fois je le dis. Ça, c'est un cerveau, hein, je l'ai fait au crochet, mais c'est comme un petit lapin. Bon, c'est le petit lapin quand vous êtes dans une route de campagne. Quand vous êtes dans une route de campagne, l'été par exemple, ou même en automne, hein, vous êtes avec vos phares en pleine soirée
et il y a un lapin qui arrive ou un lièvre qui arrive devant votre voiture. Et puis vous arrêtez, vous ne voulez pas l'écraser. Et qu'est-ce qu'il fait ce petit lapin? Vous le savez? Allez, je vous laisse réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'il fait mon petit lapin dans les routes de campagne? Il y a 3 situations. Je vous laisse le mettre dans le chat. Alors, comment je vais l'ouvrir ça? Chat, qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce qu'il fait mon petit lapin? Il ne bouge pas. Oui, très bien, Céline. Il ne bouge pas, il est figé. Deuxième situation, qu'est-ce qu'il fait mon petit lapin dans les routes de campagne? Qu'est-ce qu'il fait, ce petit lapin? Oui, s'il ne bouge pas, et à côté de ça, il bouge. Il va bouger, il va fuir, il va s'en aller, et là, c'est tant mieux. On est content que notre petit lapin va se sauver, parce qu'en fait, nous, on ne veut pas l'écraser, donc il veut qu'il se sauve. Et troisième situation, il cherche une direction. Oui, non, il va rentrer en combat. Il va venir dans les roues de notre voiture. Et on va dire, mais qu'est-ce qu'il est con, lui? Pourquoi il roule dans ma voiture? Pourquoi il vient sous mes roues? Je klaxonne, j'avance tout doucement et paf, il vient au combat. C'est la même chose que la gazelle face au lion. Et notre cerveau, c'est ça, hein, notre cerveau reptilien, c'est ça. Hein, notre cerveau, il est pareil que les autres mammifères. C'est-à-dire que la gazelle, parce que, pourquoi il vient sous nos roues? Parce qu'il va entrer en combat. Il sait qu'il est perdu, il va rentrer en combat. Et c'est une réaction saine aussi. C'est une réaction saine. Le lion et la gazelle. La gazelle, elle va d'abord, quand elle voit le lion, elle est figée. Oh, elle est à l'arrêt. Puis elle comprend que le danger, il est là. Elle va essayer de fuir. Elle va fuir. Si vous regardez des documentaires animaliers, elle va fuir. Et après, elle comprend bien qu'elle ne va pas y arriver face au lion. Elle va se tourner et elle va essayer de l'attaquer. Elle est plus faible que lui. Voilà, mais elle va entrer en combat. C'est les 3 réactions de notre cerveau. Alors nous, on est des adultes entre adultes. Hein. D'ailleurs, il y en a, c'est vraiment des fois des dragons. Il y en a, ils sont difficiles. Mais on peut avoir un rapport d'adulte à adulte. Ben voilà, c'est pas forcément un tigre devant nous qui va nous dévorer, même si nous, dans notre esprit, c'est ce qu'on pense. Donc, pour vous dire ça, je pensais au petit cerveau. Notre petit cerveau, il a 3 réactions: la fuite, le figement ou le combat. Quand on a conscience de ça, qu'on a connaissance du moment où on est, est-ce qu'on est dans le figement? Est-ce qu'on est dans la fuite par rapport à certaines situations? Ou est-ce qu'on est dans le combat? Là, on va pouvoir comprendre ce qui se passe. On va comprendre les jeux psychologiques qui se jouent. Et on va avoir conscience, ensuite, on va avoir conscience de ce qui se produit pour nous et on va passer ensuite au changement de pensée et de comportement. Connaissance, changement de pensée ou de comportement, c'est rare. On passe par ces 4 étapes: connaissance, la compréhension, la conscience du changement, la conscience et ensuite changement de pensée et de comportement. Par exemple, pour d'autres personnes, on voit bien ce qu'ils jouent. Par exemple, on a des amis, des amis et vous regardez dans leur couple, on a bien la connaissance que leur couple va mal, qu'il y a un gros problème, etc. On a la connaissance. On comprend ce qui se passe. On en a conscience. Pour eux, hein. Bon, là, on ne va pas changer de pensée ou de comportement. Voilà, on observe, on est observateur. Parfois, on a la connaissance chez soi que ça ne va pas, mais on n'arrive pas à comprendre le mécanisme qui est en jeu. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des coachs, des psychologues, des thérapeutes, ou ça peut être des enseignants, ça peut être des formateurs, ça peut être un prêtre, ça peut être un évêque, ça peut être une personne qui va nous aider à passer de connaissance à compréhension, à conscience, à nous, on va commencer à changer de pensée ou de comportement. Donc, la suite. Si 98% de mes pensées sont les mêmes qu'hier, comment je vais faire pour les utiliser, ces pensées? Voilà, changer ces pensées et pour pouvoir oh bah, elle est partie. Voilà, rester sur mon surf
parce que je expliquais qu'on allait rester sur la vague émotionnelle. Donc rester sur le surf, le but c'est d'arriver à surfer et à avancer dans la vie et surtout ne pas se noyer ni fuir, hein. Bon là, je pense que c'est un bon nageur, il ne va pas se noyer, mais il va peut-être pouvoir, nager. Mais l'image que je voulais apporter, c'est comment on arrive à utiliser ici ces vagues pour avancer et comment on arrive ici à prendre des décisions, des décisions, des décisions, des décisions, des décisions sans arrêt pour pouvoir rester sur cette, alors, sur cette vague. Ce que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que ici, dans cette phase, il y a deux grosses portes qui sont la honte et la culpabilité. Je ne l'ai pas dessiné sur la phase, je ne l'ai pas dessiné. Mais on sait qu'ici, quand on prend des décisions qu'on expérimente, on entre dans deux portes de saloon qui sont la honte et la culpabilité. Il y a aussi l'embarras et l'humiliation. On se sent un peu humilié, mais l'humiliation, c'est quelqu'un d'autre qui nous humilie, qui dit « Ah, t'as mal fait, t'as mal fait ». La honte, c'est nous qui la ressentons. Alors, j'avance, je repasse rapidement ces slides qu'on a regardés. Et dans ces vagues émotionnelles, on va bien sûr avoir tout ce qu'on a vécu, mais les différents traumas au fur et à mesure, et comment on va interpréter le stress post-traumatique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des hautes énergies négatives. Ces hautes énergies négatives, telles que sont la colère, elles épuisent. La colère, elle va épuiser énormément. Et on va culpabiliser énormément et même on va entrer dans la honte avec la colère parce que depuis tout le temps, on nous dit: «Si tu es en colère, c'est pas bien, pas bien, tu n'as pas de maîtrise de toi». Sauf que la colère fait partie des émotions. Alors les émotions, c'est les émotions, voilà, j'entends du bruit dans la maison. Les émotions, c'est, la colère, la peur, la tristesse. Ça, ce sont les émotions désagréables. À cela s'ajoute la joie, une émotion agréable. Et à ces 4 émotions de base, colère, peur, tristesse, la joie, s'ajoute la surprise et le dégoût. Ça, une émotion, c'est émovere, c'est quelque chose qui nous fait bouger. Et émovere, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient nous percuter. L'émotion, c'est quelque chose de très furtif. Ça dure entre 3 secondes, des fractions de secondes à maximum 1 minute, 90 secondes, etc. Mais c'est très, très court. C'est très court l'émotion. On va rester dans cette émotion de façon très courte. Derrière l'émotion, c'est le sentiment, sentimental, le ressenti au niveau du mental. Le ressenti au niveau du mental. Donc, derrière cette émotion qui vient nous percuter, une peur ou une colère ou une grosse tristesse, on aura le sentimental. Le sentimental, alors comment on fait pour mettre les mots? Eh bien, on utilise un lexique des sentiments. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Parce que mettre des mots sur des mots, mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, eh bien, ça nous fait beaucoup avancer. Ça nous fait prendre conscience. Par exemple, dans la tristesse, les personnes vont dire: «Je suis à bout, je suis abattue, je suis accablée, je suis figée». Ça, ce sont des sentiments. J'ai l'âme en peine, je suis anéantie, je suis apathique, je suis blessée, je suis cafardeuse, je suis chagrinée, j'ai le cœur brisé, je suis crevée, je suis déchirée, je suis découragée, je suis déçue, je suis défaite, je suis démontée, je suis démoralisée, je suis démotivée, je suis démunie, je suis dépassée, je suis déprimée, je suis déroutée, je suis désappointée, je suis désarmée, je suis désenchantée. Je suis sans élan, je suis effondrée, je suis dans le doute, je suis mal à l'aise, je suis malheureux,
ou malheureux. J'en ai marre. Je suis maussade, je suis mécontent ou mécontente. Je suis morose, je suis nonchalant, je suis oisif, je suis peiné, je suis renfermée, je suis seule, je suis sombre, je suis soucieux, je suis souffrante, je suis tiraillée, je suis tourmentée ou je suis vidée. Ah, je suis vidée, ça je l'entends très, 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 très souvent aussi. Quand les personnes sont dans la peur, le sentiment qui va derrière, c'est je suis affolée, je suis alarmée, je suis angoissée, je suis anxieuse, je suis apeurée, je suis pleine d'appréhension avant un examen, par exemple, je suis bloquée, je suis choquée, je suis confuse, je suis craintive, je suis sur la défensive, je suis détachée, je suis déstabilisée, je suis distante, je suis en détresse, je suis horrifiée, je suis inquiète, je suis insécure, je suis honteuse, je suis mortifiée, je suis paniquée, je suis préoccupée, je suis sceptique. Et souvent, en fait, les personnes ne me donnent pas ces sentiments. Elles disent je suis stressée. Tout est mis dans je suis stressée. Je suis stressée, c'est j'ai peur, c'est tous ces sentiments. En fait, tout est mis dans un seul mot. Mais notre cerveau, bah, si on met tout dans un seul mot, bah, il n'arrive plus à décortiquer ce qui lui arrive. Et nous, c'est important pour prendre conscience de décortiquer ce qui nous arrive. Quand la personne est dans la colère, elle dit je suis agitée, je suis pleine d'animosité, je suis consternée, je suis contrariée, je suis crispée, je suis dégoûtée, je suis écœurée. Je suis écœurée au boulot, ça ne se passe pas comme il faut, ça ne va pas du tout. Je suis embêtée, je suis enragée, je suis envieuse, je suis exaspérée, je suis excédée, je suis fâchée, je suis folle de rage. Euh, Oui, Martin? Oui, très bien, mais je suis en conférence. Ben, tu peux te mettre en route. Midi 30, 13h. Salut. La vraie vie. Vous avez un échantillon de la vraie vie avec une vraie maman qui met son téléphone là à côté d'elle pour avoir le décompte et voir l'heure. Et le numéro de mon garçon s'affiche, Martin. Donc, quand c'est mes enfants, je décroche. C'est Martin, mon grand garçon, qui veut savoir quand il peut venir manger. Bon, ça me met en joie. Et il veut savoir à quelle heure. Mais Martin, c'est toujours au dernier moment. Voilà, la vraie vie d'une vraie maman. J'espère que voilà. Et il y a une chose pour laquelle je réponds toujours en priorité, même si je suis, vous voyez, en conférence, etc., c'est pour mes enfants. Parce que je suis leur maman. Mais souvent, ils me dérangent pour un truc, mini truc. Hein. Alors, Martin a faim. Voilà. Là. Donc, j'étais en train, qu'est-ce que je disais ces émotions. L'émotion émoverée qui nous percute et le sentiment derrière. Voilà, l'émotion qui vient de m'arriver avec Martin qui m'appelle pour demander s'il peut venir manger. La joie, le sentiment derrière. Oh, bah, je suis contente, je suis une maman comblée de savoir que son garçon arrive tout à l'heure pour venir manger. Alors, donc la tristesse, la joie. Donc les personnes, quand elles sont dans la joie, en fait, elles disent bah, je suis à l'aise, je suis pleine d'affection, je suis amoureuse, je suis pleine d'ardeur, je suis attendrie, je suis attentive, je me sens de bonne humeur, je suis calme, je suis captivée, je suis comblée, je suis concentrée, je suis confortable, je suis confiante, je me sens curieuse, je suis pleine de courage. On n'a qu'à voir le courage qu'on a quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va venir nous faire bonjour, etc. On va ranger plus vite encore tout, notre maison, notre atelier, voilà. Donc, on déborde de courage. Donc là, on est sur le surf. Donc, j'en étais à dire qu'on a trois émotions désagréables pour une émotion agréable. Alors, les émotions ne sont pas négatives, elles sont toutes là pour nous servir. Même la surprise, même le dégoût. Elles sont là pour nous informer de quelque chose. Une émotion est un messager. Il vous apporte un message à comprendre. On ne tue pas le messager. Alors, une grande phrase que mes professeurs et coachs me disent sans arrêt, ne tuez pas le messager. Ne tuez pas la colère. La colère est utile. La colère nous apporte un élément, un message. À nous de la comprendre. Alors, comment on utilise notre colère? Alors, si c'est pour hurler sur tout le monde et casser tout, ça ne va pas. Mais la colère, elle a le droit d'être exprimée au bon moment, à la bonne personne, à la bonne intensité. Et quand ça arrive, on ne va pas faire payer une addition. En général, c'est ce qu'on fait. Hein.
on fait payer une addition de notre colère, mais 15 jours ou 3 semaines après. Tu te souviens quand tu avais fait ça? Et nous, les femmes encore plus, on garde parfois rancœur. Alors, c'est pas de faire des différences entre hommes et femmes, mais parfois, on garde une addition très longtemps, nous. Et des fois, on est aussi parfois rancunière et on fait payer l'addition 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. L'addition, elle n'est plus à être payée 30 ans après, 20 ans après, ou etc. Soit on peut avoir une communication saine avec la personne et on rediscute sainement et c'est OK. Si l'autre personne en face accepte la discussion, ça fait partie de la communication non violente et des dialogues qu'on peut avoir pour les résolutions de problèmes. Par contre, exprimer son... Alors, je vais donner un exemple concret. Voilà, je vais donner un exemple concret, ce sera plus simple. Je suis sur un lieu où je reprends une activité, etc. Et je suis avec une jeune avec moi qui doit me former. Ben oui, je sais, je ne suis pas toute jeune, mais j'ai besoin d'être reformée sur différents logiciels. Donc, sur ces logiciels, elle doit me dire comment on fait de A à Z pour que je puisse m'en sortir. On connaît tous cette situation, nous qui avançons en âge. Les jeunes, ils arrivent à utiliser leurs logiciels comme ça, sans réfléchir. Clac, 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 clac. Tu cliques à droite, tu cliques à gauche, tu cliques à droite, tu cliques à gauche, c'est facile. Et nous, on est là. Ils ont oublié que nous, on n'est pas nés avec un ordinateur dans notre lit. Hein. Et donc, si mes enfants m'entendaient. Mais c'est vrai, ils font les choses comme ça, ils n'y pensent même pas. Et donc, on doit me former. Mais elle ne communique pas, etc. Et elle ne transmet pas. Bon, tout le monde n'a pas le don de transmettre. Ça, c'est OK. Moi, je pose des questions. Et à un moment, je l'entends souffler. Et je remarque de l'agacement. Et là, je prends la parole, je dis, ah non, dis-moi ce que je dois faire et dis-le-moi clairement. Dis-moi juste, Sylvie, il faut aller faire ceci. Cela, moi, tu me dis, je le fais. J'ai pas de souci. Tu me dis d'aller prendre un balai et d'aller balayer, je vais balayer. Tu me dis d'aller faire ci, je le fais, je le fais. Tu me dis d'aller chercher du papier parce qu'il manque du papier dans telle pièce. Ou voilà. Les gens qui me connaissent, quand j'organisais des randos, désormais on a la patate, on avait 650 personnes avec pas mal de bénévoles, etc. Certes, je commandais les opérations pour que tout se déroule bien, mais qui c'est qui surveillait les toilettes et qui allait nettoyer les toilettes et qui remettait du papier? C'était moi. J'ai pas de problème avec ça. Mais elle ne me communiquait pas. Donc là, je sens son agacement, sa colère, et moi, je relève et je dis, excuse-moi, je sens que tu es agacée. Dis-moi ce que je dois faire. Et je lui dis au bon moment, à la bonne intensité et en dehors de toute personne. Nous ne sommes qu'à deux, donc pas publiquement. Et je lui dis, tu me dis. Après, ça lui appartient. Comment elle va prendre ce que je lui ai dit, ça ne m'appartient plus. Ça lui appartient. C'est son problème. C'est plus mon affaire. Mais moi, j'ai dit que non. Il n'est pas question qu'on fasse alors qu'elle est censée me former. Et qu'elle ne me dit pas, elle ne transmet pas, elle ne me dit pas un mot. Je conscience qu'elle n'a pas le don de transmission. Mais on peut prendre et se poser, Sylvie, voilà, il y a ça à faire, tu peux le faire, voilà. Et moi, j'irai. Tu n'es pas obligé de me dire, s'il vous plaît, merci, je m'en fous de ça. On a besoin de ça, je le fais. Dans les situations d'urgence, on a besoin de ça, je le fais. Pas besoin de me dire et de mettre un tapis rouge. Hein. Moi, je suis très simple. Et donc, on va dire la chose au bon moment, à la bonne intensité et à la bonne personne. Pas la peine d'aller voir les 10e ou 20e ou 30e collègues ou le cadre ou le responsable ou n'importe quoi dans l'entreprise. Non, à la bonne personne au bon moment, à bonne intensité. C'est très difficile. Hein. C'est très difficile à faire, ça prend du temps à arriver à le faire. Mais une fois qu'on a vraiment conscience de ça et qu'on arrive à changer son comportement et le dire à la bonne personne, parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit rien, on rentre chez soi et on le dit soit à son conjoint, soit, enfin, si on a un conjoint chez soi, mais et on commence à ruminer ça. Ah ouais, aujourd'hui, ça a été pourri parce que ma collègue, elle n'a pas arrêté de souffler, je ne sais même pas pourquoi, etc. Elle ne s'est pas exprimée ce qui se passait. Et il n'y a aucun changement. Sauf que si vous dites à la bonne personne au bon moment, à la bonne intensité, excuse-moi, mais si tu as besoin que je fasse quelque chose, dis-le-moi simplement, je vais le faire. Ça changera. Voilà. Donc, et ça permet de rester sur son surf.
et ne pas se noyer ni fuir devant la difficulté d'une personne qui va nous dire bah non, c'est pas terrible quoi. Et puis on perd confiance en soi aussi derrière ça. Si on souffle autour de nous pour nous dire, on a l'impression d'être un boulet. On n'est pas un boulet, pas un boulet. Ou un beau boulet. Un boulet souriant. Voilà. Là, on arrive à la fin où je vais vous partager 3 outils concrets pour rester sur le surf. Il y a encore plein d'autres outils, bien sûr. J'ai dû en choisir 3. J'ai dû, dans ce petit laps de temps, choisir 3 outils concrets. Pour rester sur le surf, on va utiliser, pour pouvoir reprendre du calme en soi, un exercice de respiration. Alors, j'ai choisi cet exercice par rapport à tout ce qui est la phase de peur, de colère, pardon, dans l'angoisse, pardon, je me reprends. Dans l'angoisse et l'anxiété, donc dans la phase de peur ou même de colère, on a besoin de reprendre son souffle parce que l'émotion est forte. J'ai dit, elle durait entre 3 et 90 secondes, donc 1 minute après, ça va déjà descendre. On va passer dans des ressentis, donc du sentimental, du ressenti au niveau du mental. Ce qu'on peut mettre en place, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice très simple que je vous ai apporté juste ici. Parce qu'il faut quand même pouvoir avancer. Est-ce que vous voyez l'animation sur mon écran? En fait, je l'ai issue d'une. Vous le voyez? Je vais regarder dans le chat. Mettre des mots sur les mots, les émotions positives. Oui. Hop. Ok. Oui. Vous voyez l'animation avec la cohérence cardiaque. Parfait, parfait. On voit bien. Très bien. Vous êtes génial. Mince. C'est dommage. Je l'ai enlevé. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un exercice simple. Je vous explique le principe. Attendez, je vais faire pause. La cohérence cardiaque permet de remettre en concordance le système sympathique et parasympathique. Je ne vais pas développer tout ça maintenant, mais c'est un exercice. C'est un exercice de respiration. On va inspirer pendant 5 secondes, on va expirer pendant 5 secondes. On va inspirer pendant 5 secondes, on va expirer pendant 5 secondes. Ça veut dire que pendant 1 minute, on aura fait 6 mouvements respiratoires. 5, 5, 5, 5, 5, 5 secondes, 5 secondes. Donc, une inspiration, une expiration, ça fait 10 secondes. Et comme dans 1 minute, il y a 60 secondes, vous avez bien compris mon calcul mathématique. Et ça, on va faire cet exercice de cohérence cardiaque en suivant. Alors, on peut le faire en s'aidant de cette boule rose, hein, ça c'est pratique. Vous pouvez avoir cet exercice sur votre téléphone et vous êtes aux toilettes, vous faites votre exercice de cohérence cardiaque. Vous êtes dans votre voiture en conduisant, vous pouvez faire cet exercice de cohérence cardiaque. Vous êtes dans une file d'attente et vous êtes agacé dans la file d'attente. Alors, je vais donner un exemple vraiment vrai qui m'est arrivé cette semaine. Je dois aller déposer des chèques à la banque. Et nous, ça a changé avec le crédit mutuel, etc. Je dois déposer des chèques. Mais avant, je mettais mes chèques dans le temps avec un petit talon et puis j'écrivais les chèques, la valeur, etc. Je le mettais dans une enveloppe, je le remettais dans le truc courrier de la banque. Quand j'allais à la banque, même pas 2 minutes, le temps de sortir ma carte, parce qu'après, il a fallu avoir une carte pour ouvrir toutes les portes, mais facile. Là, ça a changé encore. Et quand je vais à la banque, c'est moi qui dois faire glisser le chèque, remplir la valeur faciale, etc. Comme j'avais plusieurs chèques à remettre, ça prend un certain temps. Et il y a une dame à qui j'ai ouvert la porte et à qui j'ai aidé pour rentrer dans cette banque qui n'arrivait pas à rentrer. Puis, je mets et elle est vraiment agacée. Derrière moi, ça y est, ça recommence, elle se met à souffler. Et elle dit, bah moi, hein, mon mari, elle est âgée, elle est déjà à la retraite. Moi, mon mari, il fait partie d'une association et bah, ça va bien plus vite. Hein. Ah, bah, je dis, bah, votre mari a certainement l'astuce que moi, je n'ai pas. Moi, je sais que je dois faire comme ça.
Et pour l'instant, je ne sais pas comment faire autrement, je dois les passer un à un. Ah bah, elle me répond, elle me dit, «Ah mais quand, il y a pas grand-chose, moi je laisse passer les gens devant». Sous-entendu, elle me fait part que, j'aurais dû la faire passer devant moi et je lui réponds: «Ah non, vous pouviez me demander, parce que moi je ne sais pas ce qu'elle a dans les poches, je ne sais pas si elle doit demander seulement, avec sa carte, 20 € à la machine, je ne sais pas ce qu'elle doit faire. On est devant des distributeurs, je en plus elle ne sait pas ouvrir cette agence, elle ne sait pas rentrer parce qu'il faut appuyer sur un bouton et cetera. Donc moi, je l'aide à rentrer et en plus après, je me fais un peu houspiller parce que je l'ai pas laissée passer devant moi parce qu'elle a peu de choses à faire. Quand vous êtes dans le rayon d'un magasin, à la caisse, si la personne, elle a un paquet de café et puis, des brosses à dents et puis, un paquet de, je sais pas moi, de sucettes, à 3 articles. Vous voyez qu'elle a 3 articles, vous dites: «Bah, passez devant moi, vous n'avez pas grand-chose, moi j'ai un gros caddie». Mais quand vous êtes à la banque, vous savez pas ce qu'elle va faire. Moi, c'est sûr que j'ai sorti mes chèques et puis j'ai mis mes chèques et je lui réponds à bonne intensité, au bon moment, à la bonne, personne. On n'était qu'à 2. «Ah non, vous pouviez me demander, vous pouviez me dire: "Madame, excusez-moi, je suis très pressée aujourd'hui. Est-ce que je peux passer devant vous?"» Et j'aurais dit oui, j'aurais dit oui. Mais là, me mettre dans la culpabilité et presque un peu la honte et puis de me culpabiliser parce que je dure trop longtemps devant la machine. C'était devant la machine à sous. Alors mais quand même, c'était fort de café. Donc voilà, et il y a des moyens de s'affirmer. Pendant ce temps-là, elle aurait pu faire un peu de cohérence cardiaque, ça l'aurait apaisée, elle m'aurait pas, j'allais dire le mot enquiquinée, mais certes, elle m'aurait pas enquiquinée comme ça, elle aurait repris, un peu de sérénité et ça aurait été très bien et nous aussi on peut le faire. Donc moi je le réalise, très, très souvent. Dès que je dois prendre la parole en public, je fais de la cohérence cardiaque. Dès que j'ai quelque chose qui me met en émotion, cohérence cardiaque. Dès que j'ai quelque chose d'important, cohérence cardiaque. Alors, on va le faire ensemble? Allez, on va faire ensemble. On va peut-être pas faire les 5 minutes, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez dégainer cet outil, ça ne se voit pas, hein. Les personnes ne vont pas voir que vous dégainez cet outil. Alors, on va inspirer quand la boule rose, elle gonfle et on va expirer quand la boule, elle dégonfle, elle, rétrécit. 5, sans forcer, sans aller chercher trop loin. Une respiration calme. Vous voyez qu'on ne fait pas de palier, on ne s'arrête pas. On continue notre respiration tout le temps calmement. Le but, c'est d'être toujours confortable. On est déjà à 2 minutes. Voilà. Je vais l'arrêter là parce que sinon on a 5 minutes. Mais vous pouvez le faire, quand vous voulez. Vous pouvez dégainer cet exercice, quand vous voyez qu'il y a une montée de pression et cetera. Parfois, on n'y pense qu'après. L'idéal, c'est de le faire au moins 3 fois par jour. C'est pour ça qu'on dit, de la technique de cohérence cardiaque, on l'appelle 365. Ça reprend, l'idée de 365 jours, donc c'est 7 jours sur 7. Mais 365, c'est 3 fois par jour, 6 respirations, par minute.
pendant 5 minutes durant. 365, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Les 6 respirations, c'est on monte pendant 5 secondes, on descend pendant 5 secondes. C'est un peu différent de certains exercices, ça reprend de la sophrologie, hein, mais c'est différent d'un exercice de sophrologie où on va associer des images, et cetera. Là, non, on fait que respirer, on ne s'arrête pas à certains moments. C'est pas une respiration en carré, peut-être que vous avez appris à respirer en carré, c'est très bien aussi, hein, c'est d'autres techniques. Moi, j'en ai choisi une, la cohérence cardiaque, qui a beaucoup de vertus. Et voilà pour la cohérence cardiaque. 365, le moyen mémotechnique. Ensuite, un deuxième outil que j'utilise régulièrement, c'est l'écriture émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture émotionnelle? On va prendre ces cahiers. Alors, j'en ai partout, j'en ai tout le temps des cahiers. Est-ce que j'ai mon petit carnet? Habituez-vous à avoir des cahiers. Des cahiers. Alors là, c'est Belle-Île-en-Mer parce que j'étais partie en vacances par là. Là, c'est un autre cahier. J'en achète partout, ceux qui me plaisent. Là, regardez, hop. Alors, il y a des cahiers, je les achète à pas cher ou un peu plus cher parfois. On m'en offre, voilà, ici, un cahier qu'on m'a offert qui n'a pas encore commencé. Mes collègues, j'aime bien ce cahier. Et dans ces cahiers, on va écrire. On va écrire ce qui nous arrive, soit à l'instant T, quand ça nous arrive, l'événement douloureux, soit le matin, le soir, le moment qui vous convient. En fait, ça va être sa décharge émotionnelle. On a le droit d'écrire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ce cahier n'est pas là pour être interprété, être lu, etc. C'est ni plus ni moins qu'à peu près le journal intime que vous aviez peut-être quand vous étiez jeune ou pas. Ça a de très bonnes vertus et notamment, vous allez pouvoir noter ce qui vous arrive. Voilà, par exemple, je vais écrire voilà, aujourd'hui, je suis vraiment en colère parce que je donnais une colère de hier, la vraie vie de Sylvie. Là, je suis vraiment en colère parce que mon garçon Hugo, hier, il a utilisé ma plastifieuse pour faire un cadeau pour sa copine. Hein, et en fait, il a bloqué tout le papier dans la plastifieuse. Donc voilà, j'ai voulu essayer de démonter la plastifieuse pour la réparer. Impossible. Le papier plastique est toujours collé dedans. Donc aujourd'hui, vraiment, hier, quand je suis partie, et je reviens à la maison, je devais simplement récupérer Hugo et l'emmener chez sa petite amie pour qu'il puisse aller manger avec son cadeau d'anniversaire elle s'appelle Charlotte. Et donc, là, je suis comme ça. Non, j'ai Hugo, demande-moi. Et ensuite, il s'en va, je conduis, etc. Mais je marque sur mon cahier. Ah là, il m'énerve parce qu'il a cassé mes outils de travail. Moi, j'en ai besoin pour travailler. Et quand je vais aller avoir le temps pour le récupérer, et ça, je vais le noter. Et je vais noter aussi mes pensées. Mes enfants, ils prennent toujours mes affaires sans me le demander. Et en fait, dans ces pensées, quand vous allez les écrire, ensuite, vous allez pouvoir les relire et barrer tout ce qui est pensée récurrente ou même pensée qu'hier. Mes enfants prennent toujours mes affaires. On va déjà enlever toujours, parce qu'ils ne prennent pas toujours mes affaires, c'est faux. C'est une pensée limitante, une croyance limitante. Ils ne prennent pas toujours. Là, pour une fois, il l'a pris. Il a fait une gaffe parce qu'il a découpé son petit morceau en plastique tout petit, donc il s'est enroulé dans la machine, alors qu'on passe dans la plastifieuse la feuille en A4 entier. Et je lui ai dit, mais demande à ta maman pour qu'elle t'explique. Je ne sais pas utiliser tous les ordinateurs, mais la plastifieuse quand même. Et donc, je le dis là aujourd'hui avec le sourire, mais hier, je me sentais un peu agacée. En plus, il n'était plus là, je reviens, je suis là avec une plastifieuse avec la moitié des vis. Je peux d'ailleurs vous les montrer, les vis. Elles sont encore là, parce que la plastifieuse n'avait pas remonté. Et tout à l'heure, je place mon ordinateur et je dis, mais encore mes vis là. Je me retrouve avec une plastifieuse en kit. Donc ça, je peux le noter. Par exemple, je peux noter l'histoire qui s'est produite dans la banque avec la dame et noter et dire, ben voilà, les gens, par exemple, pourraient marquer une histoire, les gens me font toujours des reproches. Je peux enlever toujours. Non. Une dame, une fois, qui s'est passée cette semaine, me fait ce reproche-là. 99% du temps, quand je vais à la banque déposer un chèque, on ne vient pas me dire vous auriez pu me laisser passer avant. Et mon mari va plus vite que vous. La dame avait plus de 70 ans. Et je me dis c'est incroyable. Et donc, ça, on peut
prendre, on écrit et dans son cahier, ensuite, on va barrer ou on va mettre en fluo les phrases importantes, les phrases qui sont ressources et les phrases qui sont limitantes. Et quand la phrase devient limitante, eh bien, on va la modifier en changeant un mot. Alors, je vais regarder ici. Hier, par exemple, j'ai écrit je. Vous allez rire hein, parce que ça va vous faire penser à la plastifieuse. Je finis ce que je commence, même seul, même épuisé. Hier, j'ai écrit cette phrase. Est-ce que c'est une phrase ressource ou est-ce que c'est une phrase limitante, etc. Je finis ce que je commence, donc c'est ressources. Même seul, bah oui, mon garçon était parti, puis même épuisé, bah oui, je me sentais un peu épuisée avec ça. Et donc, pour moi, cette phrase est quand même une phrase ressource, une pensée ressource. Et je vais l'entourer, etc. Et je vais dire, bah tiens, ça, je me la mets en mantra. Ou ça peut être une autre phrase qui va, j'en ai pas là, où on va barrer. Rien ne se passe comme j'avais prévu. C'est faux. C'est aussi une pensée limitante. Rien ne se passe comme j'avais prévu. Donc, je vais dire, je vais changer cette phrase et je vais écrire, je choisis ou je décide de faire que ça se passe comme j'ai prévu. Et que quoi qu'il arrive, face à l'imprévu, je sais réagir ou je sais agir. Vous voyez ce que je veux dire dans l'écriture? Ça, c'est très important. Alors moi, par exemple, dans un sac à main, j'ai des mini carnets. N'importe où. Je peux être au cinéma, je vais prendre un crayon et je vais écrire. Je peux être n'importe où. J'ai une idée, je vais l'écrire. Alors pourquoi écrire avec un crayon et pas dans son téléphone une petite note? Parce que le cerveau comprend quand vous écrivez. Ça active certains circuits neuronaux. Quand vous faites clic, 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 clic sur votre téléphone, ça n'active pas, il ne va pas le retenir. Hein, il va avoir seulement le visuel, mais pas le mouvement, et donc il ne va pas retenir. Donc, à la traditionnelle, l'écriture. Crayon, cahier, très important, très très important pour le cerveau. Et le troisième, parce que je vais dépasser le temps, c'est le mouvement corporel. Alors, j'ai choisi ce troisième, ça veut dire que l'eau, quand elle ne bouge pas, je vais reprendre l'image de l'eau, quand elle ne bouge pas, elle croupit et ça sent la vase. Ça, vous allez autour d'une mare, la mare, elle ne bouge pas, et si vous bougez un peu, ça sent la vase, ça a une odeur. L'eau de mer, elle vit, elle bouge sans arrêt, elle est en mouvement. Nous, notre corps a besoin d'être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, ça nous permet de ne pas croupir, de ne pas pourrir. C'est-à-dire qu'on va là, j'ai mis cette image-là de mouvement. Ça peut être avec une paire de baskets dans la nature, mais ça peut être simplement aller faire un tour à l'extérieur dans sa ville. Ça peut simplement aller jusque, je ne sais pas, un lieu historique dans sa ville, une cathédrale. Ça peut être des ruines, par exemple, Saint-Omer, il y a les ruines Saint-Bertin. Ça peut être un autre endroit ou ça peut être danser dans son salon, ou peut-être juste se mettre, quand on est déjà épuisé dans son canapé, juste un peu bouger dans son canapé. C'est-à-dire, bouger, ça ne veut pas dire changer de allongé à assis. Ça veut dire, par exemple, je vais vous donner les exemples des personnes qui apprennent la Torah. Donc, en fait, les personnes qui sont de culture juive, vous les verrez, elles bougent tout le temps, comme ça. Et ils apprennent énormément rien qu'en bougeant comme ça sur leur siège. Et ce sont les meilleurs élèves au monde. Ils entrent dans les écoles quand ils ont étudié. Et si vous les voyez, ils bougent sans arrêt. Nous, notre école française a fait que nous devons rester sans bouger, comme ça, des statues. Nous ne sommes pas des statues, nous avons besoin de bouger. Donc, on a le droit de bouger. Et bien sûr, il faut bouger. Le mouvement vous permet j'ai des personnes que j'accompagne qui sont en chaise roulante. Donc, elles ne peuvent pas mettre leur basket et partir en marchant. Vous imaginez bien. Ils peuvent faire avec les roues. Mais on fait les mêmes exercices. Quand il y a des fractures du bassin ou des jambes, on fait aussi ces exercices simplement avec le mouvement. Un mouvement qui peut être au son de la musique ou comme vous le souhaitez, ce que vous aimez en fait. Alors, une émotion et des sentiments traversés deviennent des ressources. Quand on arrive à traverser ses émotions et ses sentiments,
l'émotion devant, le sentiment derrière, c'est lui qui reste pendant des mois, des semaines, des années, etc. Les sentiments, quand ils sont traversés, ils deviennent pour nous tous des ressources. Par contre, bloqués, ils deviennent des charges. Quand les gens nous disent: «J'en ai plein le dos, j'en ai ras la casquette, j'en ai plein les épaules, j'en peux plus» et cetera. C'est tous ces sentiments bloqués qui deviennent des charges. Ça va pour vous? Je vais vous laisser, me poser les questions parce qu'on arrive à midi. En conclusion, je vais dire, bah, le trauma, quand on le vit, il laisse une trace et cette trace peut devenir une force. Les émotions sont des vagues. Les émotions sont des vagues qui nous arrivent. On essaie de ne pas se laisser submerger. Elles peuvent parfois nous submerger, hein. On va apprendre à surfer avec nos sentiments et avec les réactions qu'on peut mettre derrière. Et surtout, la troisième chose, c'est on avance pas à pas, petit pas par petit pas, le plus petit pas possible, vague après vague. Et moi, j'aime bien, je suis une gourmande, hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis gourmande parce que un saucisson entier, vous voyez un saucisson, vous allez vous dire, mais je ne peux pas le manger, c'est trop. Vous coupez le saucisson en mini tranches, je peux vous assurer que je peux le manger. C'est la même chose. En fait, on va, la grosse épreuve, on va la découper petit pas, par petites rondelles de saucisson et on pourra y aller petite rondelle par petite rondelle par petite rondelle. Voilà, donc on avance tout doucement, pas à pas, vague après vague. Petite connaissance après petite connaissance, plus connaissance, plus connaissance, plus connaissance, on va toujours avancer. Plus on aura de la connaissance qu'on va mettre bout à bout, plus on va pouvoir avancer, bien sûr. Et voilà. Donc, je vous laisse la place à vos questions parce qu'on arrive à la fin de cette présentation. Sur les vagues émotionnelles. Si vous avez des questions, ben, je suis là pour y répondre avec plaisir. N'hésitez pas. Alors, j'ouvre le chat. On voit bien la cohérence cardiaque. Oui. 300, Ruine Saint-Bertin, oui. Merci Sylvie. Avec plaisir, hein, c'est avec plaisir que je fais ces apports. Je n'ai pas tout noté. Oui, oui. Alors, pour avoir la vidéo, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez m'envoyer soit votre adresse mail, quand je ne l'ai pas, et votre adresse mail, et qu'est-ce que j'allais dire, soit vous utilisez Messenger avec mon Facebook, vous dites bah, j'étais présent à la conférence de ce lundi 9, j'aimerais avoir le support. Et là, on pourra communiquer et j'aurai votre adresse mail. Parce que je n'ai pas l'adresse mail de tout le monde. Voilà, voilà. Quelle est votre adresse? Alors, mon adresse mail, je vais le noter ici dans le chat. Oui, c'est une bonne idée, ça. Sylvie Janssen, VITRE, @gmail. Entrée. Ça, c'est mon adresse mail pour avoir le support. Comme ça, c'est plus simple. Et voilà, et voilà. Alors donc, j'ai prévu, comme je l'ai dit en introduction, de faire des plus petites conférences comme celle-ci. En journée, parce que je sais que le soir, les personnes sont KO, sauf si j'ai des demandes en soirée, mais les personnes, quand j'accompagne, me disent tout le temps, le soir, à 19h, il n'y a plus de son, plus d'image, je n'en peux plus, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher, j'en peux plus. Donc, c'est pour ça que je décide de les faire, elles seront en journée. Par contre, si j'ai de la demande pour en faire parfois le soir, pourquoi pas, on verra suivant l'agenda. Je vous annonce tout de suite la suivante. Allez, la suivante. Ting, ting, ting. Alors, quand la prochaine conférence? Eh bien, la voilà. Le samedi 28 juin, de 10h30 à 11h45. Donc là, j'ai dépassé un petit peu, mais veuillez m'en excuser.
de 10h30 à 11h45, midi, midi et quart. Vous avez bien compris que j'ai des enfants qui viennent manger après et, et qui ont faim, qui ont faim. Et donc, et là, j'ai choisi. Alors, vous pouvez me poser, me dire quel thème vous aimeriez que j'aborde. Là, vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. S'il y a un sujet particulier qui vous tient à cœur que j'aborde, on peut le prévoir dans les prochaines conférences. Là, pour la deuxième conférence, j'ai prévu les 9 clés de la confiance en soi pour pouvoir s'affirmer. Hein, les 9 clés de la confiance en soi pour celles et pour ceux qui veulent enfin oser agir, foncer en se sentant légitime. Mais là, j'ai noté rester connecté ou envoyez-moi un message pour recevoir soit l'invitation et n'hésitez pas à transmettre les idées que vous auriez de sujets que je veux aborder. Après tout, vous êtes le… oui. M'a apporté des explications et exemples supplémentaires, oui. Le livre aide beaucoup et cette vidéo m'a apporté des explications, exemples complémentaires. Oui, je peux faire le sujet suivant sur la culpabilité. Et si on veut, on peut avoir aussi des sujets sur… oui, je vais les noter, tiens. Je vais noter tout de suite sur mon cahier. On a les 3 prochaines conférences. Donc, on aura les clés de la confiance en soi. Confiance en soi. Je me note la culpabilité. On va aborder ça, c'est un très bon sujet. Et j'ai hésité en fait, j'avais envie de faire la honte et la culpabilité, puis je me suis dit, non, je vais peut-être venir sur la confiance en soi pour la deuxième, mais c'est bien. Méditation. Et la biochimie du cerveau. Oui, je peux faire une conférence. La biochimie, elle est très importante. La biochimie du cerveau, alors ça, c'est mon dada. Quand on comprend bien la chimie du cerveau et comment on peut agir, eh bien, sur cette biochimie du cerveau, c'est ni plus ni moins qu'avoir du gasoil dans sa voiture ou du carburant dans sa voiture ou pas en avoir. Si nos neurotransmetteurs, les 4 neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, acétylcholine ou GABA sont à plat, eh bien, on est KO. Alors, chimie du cerveau. On pourra faire quelque chose avec un titre comme un cerveau à 100% ou à fond. J'ai prévu de faire aussi ces conférences régulières pendant aussi l'été, il y en aura tout le temps régulièrement, pendant l'été, pour que vous puissiez avoir des apports réguliers. Voilà, voilà. Et moi, c'est un plaisir de partager avec vous. C'est confortable pour moi de préparer aussi. Est-ce que je parle de mes vidéos? Ah oui, oui. Donc, en fait, on sait que j'ai écrit un livre. Ça, voilà, regardez, il est là, il est là. Il est là derrière, il est là ici, un livre. Il y a des formations en ligne qui existent aussi. Mais vous trouvez tout ça sur les réseaux, les liens. Aussi possible d'être accompagné directement par moi. Ça, c'est sûr, j'en ai pas parlé. Je ne pense jamais en parler, en fait, vraiment. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et bien sûr, j'ai une équipe autour de moi, de relecteurs, de correcteurs, de personnes qui regardent les vidéos, qui donnent leur avis, etc., qui corrigent pour qu'on soit bien dans les clous, pour que moi, parfois, je fais des vidéos et puis, par exemple, il y a trop de coupures. J'essaye d'avoir les vidéos les plus authentiques. Par exemple, celle-ci ne va pas être coupée ni travaillée, ça sera vraiment moi. Sur certaines vidéos, voilà, voilà. Exemple concret, quand je dis ou donc, et ben voilà, ou des choses comme ça. Parfois, je coupe parce qu'il y a trop de mots de transition. Mais quand j'en enlève trop, en fait, ça donne plus du tout de côté naturel. Ça fait trop plus Sylvie. Voilà. Et voilà, merci Edith. Edith, elle me dit pas grave les œufs, je préfère une vidéo avec les œufs. Et les œufs aussi, les œufs qui se mangent. C'est rigolo. Merci, merci pour ce petit clin d'œil. Voilà, je vais vous souhaiter un bon lundi de Pentecôte. J'allais dire Pâques avec les œufs. Un bon lundi de Pentecôte. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se retrouve sur la prochaine conférence. Allez, à très très bientôt.
bon lundi et mangez bien aussi si vous êtes, en famille, même seul, mangez bien. À bientôt, à bientôt. Merci. Je vais arrêter le partage. Hop et je vais arrêter. Voulez-vous arrêter, l'enregistrement?